Vous présenter cette présentation qui a été faite aussi avec deux collègues qui ne sont pas là, Sylvain Dernat qui est au sein de l'UMR Territoire et au sein de la plateforme Gamae, et Véronique Soucher qui est au sein de SADAPT et qui est aussi la présidente de l'association Commode. Et donc moi je fais partie de l'UMR Bagap, je fais partie de Gamae et de Commode. Et Myriam de l'UMR Agir et de Gamae. Donc aujourd'hui, on vous présente cette question des jeux sérieux, de la modélisation d'accompagnement, et on se focalise plutôt sur la démarche et les usages, puisque du coup, aujourd'hui, c'est quand même plutôt voir comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce que ces nouvelles méthodologies peuvent associer les disciplines et être des lieux d'interaction entre ces différentes disciplines. Et on s'est dit que sur les jeux, il y avait peut-être besoin aussi de reprendre quelques définitions. Et on commence non pas par les jeux, mais par la modélisation d'accompagnement. Donc la méthodologie de Commode pour Companion Modeling, donc modélisation d'accompagnement, qui est une démarche qui met en cohérence une posture, des méthodes qui ont différentes phases, donc on y reviendra après. Souvent, il y a de la modélisation, et souvent, associé à cette modélisation, il y a les acteurs. Les acteurs sont centraux dans les processus de modélisation d'accompagnement. Et ces acteurs vont souvent être mis dans une situation de jeu de rôle pour partager à la fois sur le diagnostic du territoire, mais aussi sur les choix à mettre en œuvre dans le territoire. Et donc, ces relations, ces interactions, ce jeu de rôle, il essaye de coupler les questions de dynamique sociale et les questions de dynamique écologique. Et cette interaction entre les deux va produire des représentations communes, expliciter les relations entre comportement, interaction, dynamique, et permettre d'envisager des futurs possibles à partir de simulations de scénarios. Les impacts attendus d'une démarche commode sur le terrain, du coup, c'est de créer une situation d'interaction pour faciliter le partage des représentations, favoriser l'élargissement des perceptions des acteurs, donc comprendre les besoins des autres acteurs aussi, simuler l'interaction entre les acteurs, donc faire prendre des décisions dans un cadre fictif, mais proche de la réalité, qui reprend toutes les contraintes des différents acteurs, toutes les dynamiques locales, pour simuler des réponses et des façons de voir l'avenir. Prendre conscience de l'impact des actions entreprises pour mieux comprendre et voir les implications de ce qu'ils font, et fournir des outils et des moyens pour imaginer et évaluer les alternatives de gestion de leur territoire. Donc un petit exemple du jeu de rôle haut niveau qui a été développé donc par Véronique sur la conciliation entre agriculture, biodiversité aviaire et gestion des niveaux d'eau en marais asséchés. On a donc ici, c'est l'étape jeu de rôle, donc il y a déjà eu d'autres étapes avant, on y reviendra après dans comment est-ce qu'on construit les étapes pour faire un jeu sérieux. Mais donc dans ce jeu de rôle, il y avait 8 joueurs pour 10 rôles, il y avait 7 agriculteurs, dont 2 présidents d'associations de syndicats de marais et un naturaliste. Les actions que ces joueurs pouvaient mettre en place étaient distinguées en fonction de ce qui est de leur rôle. Les agriculteurs peuvent faire des choix de culture, de fauche, de pâture, des prairies. Les présidents d'associations syndicales de marais peuvent gérer la hauteur d'eau des casiers. Et puis le naturaliste, il peut faire une gestion de la réserve, la protection d'oiseaux sur tout le territoire, et puis avoir un décompte, réaliser une détection des nids de busards. Et dans les dynamiques qui sont prises en compte dans le jeu, on avait l'attractivité du milieu pour les oiseaux, donc plutôt des entrées écologiques sur quels sont les milieux qui sont favorables, avec 2 types de limicoles, les questions du busard et de diversité des prairies, et puis les questions de céréales. La survie des oiseaux, l'inondation des parcelles, la production agricole et les revenus des agriculteurs. Donc essayer de voir à la fois les impacts sur la biodiversité, mais aussi sur les conséquences en agriculture. Et ça a été fait au sein de 2 associations syndicales de marais virtuelles. Donc c'est là où on peut avoir des entrées
différentes en fonction des jeux sérieux qui sont développés dans les méthodologies communes, pour avoir une représentation très réaliste du terrain. On peut avoir une représentation virtuelle complètement, sortir complètement, ou quelque chose d'un peu intermédiaire, mais dans tous les cas, lorsqu'on n'est pas sur la situation réelle, il faut qu'il y ait une adhésion des joueurs à la représentation utilisée pour être bien en phase et que les acteurs sachent ce qu'ils font. Donc là, les virtuels, c'est 256 hectares regroupés dans 4 casiers hydrauliques divisés en parcelles de culture. Donc là, vous voyez une simplification, 16 hectares pour les parcelles de culture et 4 hectares pour les parcelles de prairie. Et le jeu dure 3 à 4 ans, alors pas en temps de jeu, sinon ça fait long, mais les différents tours de jeu permettent de représenter ces différentes années et du coup de regarder les cas de pénurie ou d'excès d'eau, comment est-ce qu'on gère l'herbe, qu'est-ce qu'on maîtrise, comment est-ce que les actions individuelles mais aussi les négociations entre acteurs peuvent réussir à gérer ces différences interannuelles. Le fait aussi d'intérêt à des politiques publiques, les MAE, classiques, bonus ou les GI2E. Donc voilà pour un exemple de travail de commun. Et donc pour un essai de définition sur les jeux sérieux, donc principalement à partir des travaux de Brougère, un jeu sérieux partirait donc d'une situation fictive, ayant un second degré, où les personnes qui vont jouer, les joueurs, vont donc prendre des décisions. Donc je vous mets au défi de trouver par exemple dans le jeu de loi où la principale action est de lancer les dés et d'avancer son pion, la notion de jeu et de décision là-dedans par exemple. Et donc on a ce second degré, ces décisions, et puis des mécanismes derrière qui vont être mis en place en fonction des décisions qui sont prises. Et puis souvent une notion d'incertitude par rapport aux résultats qui vont être faits de ce jeu. Tout n'est pas prédéterminé forcément à l'avance, il y a une certaine part d'aléatoire en fonction notamment des décisions. Et puis sur ce qui peut être un peu plus questionné sur la définition de Brougère, c'est la notion de frivolité en lien avec le fait qu'il n'y a pas d'action et de lien direct, de conséquences sur la réalité. Donc qui peut un peu être questionné par rapport à des approches où on cherche vraiment à aller transformer les systèmes. Il y a une diversité d'usages possibles de ces jeux qui sont liés à des objectifs différents et qu'on pensait intéressant et important de préciser que finalement, un jeu, souvent, c'est lié à un objectif, donc apprendre, collecter, sensibiliser, se connaître, se reconnaître, concevoir ensemble, et puis coopérer et s'engager. Donc Gamae a construit une ludothèque et effectue un recensement des jeux, notamment francophones. Et en date de 2023, il y avait 115 jeux. J'ai pas regardé ce matin, mais ça a vraiment explosé depuis. Donc globalement, dans ces jeux-là, il y avait quand même 52% des jeux qui étaient à destination de l'enseignement, tout niveau, y compris dans le secondaire, de la conception et de la médiation. Et ce sont des jeux qui sont principalement portés par des acteurs de l'action, du développement, des instituts techniques. Et puis sur la littérature scientifique, donc plutôt les jeux qui ont été publiés dans des revues comités de lecture en international, ce qu'on avait observé, c'était que finalement, c'est pas nouveau les jeux, et notamment pour l'enseignement et l'apprentissage. Et puis que récemment, notamment avec entre autres Commode, il y a plus de jeux sur médiation, concertation et utilisation pour récolter des données de recherche. Voilà. Et donc, pour revenir sur la démarche globale de conception des jeux, parce que finalement, ça prend du temps, c'est long, et il y a beaucoup de questions à se poser. Donc déjà, avant de se lancer, les objectifs, le public, le commanditaire, est-ce qu'on vient nous demander de faire un jeu pour faire accepter des choses sur un terrain ou pas? Et puis le choix de la démarche, finalement, est-ce que, comme dans tout projet de recherche, est-ce que le jeu est finalement le meilleur outil? Et puis déjà anticiper en fait la suite des démarches, y compris sur valorisation et transfert. La phase clé de problématisation et de réflexion à la modélisation en fait, du système, quels sont les acteurs, les enjeux, les ressources, qu'est-ce qui s'y passe? Et donc là, c'est vraiment un temps clé où l'ensemble des disciplines peut venir croiser ses visions, discuter et en fonction de la problématique, identifier les points clés qui sont ensuite traduits en jeu pour être enfin testés.
avec, de toute façon, la test calibration, ça c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être fait, testé, rediscuté et qui permet des itérations. Et puis, bien sûr, ensuite, la diffusion, parce que finalement, des jeux dans les placards, il y en a quand même pas mal. Et c'est important de réfléchir à l'animation, le transfert, les règles, et puis ensuite, comment est-ce que ça va être utilisé plus tard. Donc, pour rester cohérent avec les présentations d'avant, je vais vous présenter un jeu qui n'a pas de géographie. Comme ça, on reste bien. Mais il y en a aussi, ça a été évoqué hier, tous les aspects spatiaux peuvent être dans les jeux. Et je vous ai dit que dans les jeux commodes, souvent, il y a une représentation géographique physique, mais aussi géographique sociale dans les jeux qui sont faits. Donc là, c'est l'exemple de Resil Game, qui était un projet issu d'un casse d'art Arpida, donc de diffusion des résultats. Donc il n'y avait pas forcément de création de connaissances. On voulait synthétiser les connaissances existantes sur les possibilités d'adaptation au changement climatique en agriculture, et notamment en polyculture élevage. Et donc pour pouvoir, dans le jeu, il y a une fiche d'acteurs, d'agriculteurs. Je vous présente Alain, qui a des objectifs spécifiques. Il y a plusieurs fermes qui existent, plusieurs systèmes. Donc ici, on a sa propre exploitation. Et puis dans le jeu, il y a un plateau commun qui permet d'activer pour chaque joueur des leviers d'adaptation, soit des leviers d'adaptation un peu collectifs, et donc on peut aller avec la CUMA, se mettre en CUMA s'il y a plusieurs joueurs qui décident de faire cette action-là. Ça coûte moins cher, mais les joueurs ont toujours la possibilité de le faire en individuel, avec un coût supplémentaire. Il y a des leviers d'action à la fois sur les cultures et sur la partie animale. Ensuite, vous voyez qu'il y a une série de cases ici pour tous les aléas, un aléa par saison plus un aléa économique à la fin. Ensuite, vous pouvez réagir à l'aléa et ces réactions vont entraîner des effets à la fois sur le nombre de traitements phyto, la consommation, l'émission de gaz à effet de serre, etc. Et donc pour pouvoir vous adapter, vous pouvez bien sûr activer des leviers sur le plateau commun, donc des nouvelles pratiques générales, mais vous pouvez aussi modifier votre assaisonnement grâce à une série de cultures qui ont toutes des informations sur le nombre de traitements, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le temps de travail associé à ces éléments. Et les cartes de aléas vont modifier à la fois les performances économiques ou les risques de maladie, et donc du coup, il y a possibilité de contrer ces effets en utilisant des leviers de réaction. Et pour pouvoir produire ça, en fait, il y avait des conseillers en grande culture, il y avait des conseillers en élevage, il y avait des conseillers en viticulture, il y avait des économistes, il y avait des sociologues, il y avait des Météo France qui est impliqué, l'école de design qui a essayé de nous proposer donc, le jeu et le format du jeu, des enseignants, des formateurs, un zootechnicien aussi, une grande diversité de personnes qui ont permis de produire des éléments représentant l'exploitation, les leviers d'adaptation au changement climatique, d'essayer de produire des éléments sur quelles conséquences sur les productions agricoles des événements climatiques, quel coût des adaptations, donc il a fallu calibrer tous ces éléments-là, des scénarios d'évolution des prix, des typologies d'agriculteurs face au changement climatique, donc là c'était le rôle aussi des sociologues, proposer des scénarios climatiques, d'identifier les besoins pédagogiques et la place du jeu dans la formation, parce que c'est pas un truc qui va arriver tout seul. On a dû aussi réfléchir à par quel mode de transmission on allait faire ce jeu, et donc finalement là c'est un jeu qui est proposé par les chambres d'agriculture et qui propose des formations à l'utilisation du jeu avec un principe de badge qu'on débloque une fois qu'on a fait une partie on a été utilisateur, un peu comme les fresques du climat pour le coup sur cet aspect-là. On a dû aussi produire les mécanismes mis en œuvre dans le jeu, donc les règles du jeu et la fiche de calcul des scores. Donc vous voyez que tous ces éléments-là, c'est quand même pas mal de temps pour juste un aspect où on n'avait pas forcément de création de connaissances, mais juste de la diffusion de connaissances. Et du coup, il y a possibilité peut-être aussi de se dire on ne va pas se lancer dans la création d'un jeu, mais on peut aussi mobiliser des jeux qui existent déjà. Et donc ça, c'est ce qui a pu être travaillé par Rebecca Etienne dans sa thèse,
où elle a fait une mobilisation de 3 jeux différents au long d'un processus d'accompagnement sur la question de l'autonomie fourragère. Donc, on en reparlera peut-être cet après-midi, c'était pas sur cet élément-là, mais c'était bien la question, enfin pas sur les caprins, mais bien sur cette question de l'accompagnement à l'autonomie fourragère d'éleveurs de la fonte de Montbrison. Et donc elle a mobilisé l'oracle, elle a mobilisé le rami fourrager pour pouvoir faire des simulations de levier au niveau de la ferme, et Dynamics. Donc les jeux qui existent et qui peuvent être mobilisés, il y a la bibliothèque Gamae, il y a le site web Cobot qui reprend tous les cas d'études qui existent. Et pour conclure, finalement Commode et Gamae, donc il y a en commun les jeux sérieux. Commode, c'est une démarche avec des acteurs de façon obligatoire. Gamae, c'est une démarche de création de jeux sérieux qui peut être avec des acteurs mais pas obligatoire. Le Commode n'a pas toujours des jeux sérieux, parfois c'est les modèles multi-agents qui sont la base de discussion entre les acteurs. Et Gamae, par contre, lui, s'est mis une organisation, un projet autour de l'évaluation et de la combinaison des jeux sérieux, l'évaluation des effets des jeux sérieux. Les jeux sérieux, il y a besoin d'une diversité de compétences, il y a besoin des connaissances de disciplines très variées. Il faut penser aux équilibres entre les joueurs et penser la représentation de la réalité, et c'est là que la géographie peut aussi avoir une place non négligeable. Les jeux sérieux, c'est pertinent ou non selon l'objectif. Donc on n'est pas des promoteurs de mobiliser des jeux sérieux tout le temps. Il faut vraiment réfléchir à l'objectif. Il y en a pas mal qui sont possibles, mais du coup, c'est pas toujours, et c'est jamais, rarement tout seul. Et il faut toujours prendre le débriefing dans la phase de jeu, parce que c'est central pour la capitalisation et pour faire le transfert du jeu vers la réalité. Voilà, et 2 petites informations sur l'école chercheur qui aura lieu dans 2 semaines et l'école chercheur sur Commode qui aura lieu au mois d'octobre, fin septembre, début octobre.